La MINUSMA célèbre la Journée internationale des casques bleus. Journée internationale de l'hygiène menstruelle, briser le silence des règles. Incendie au Sénégal, le président reconnaît l'obsolescence du système de santé, pardonne un audit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme évoqué dans les titres, célébrée chaque 29 mai, cette journée rend hommage aux casques bleus. Ces soldats de la paix déployés à travers le monde sur les différentes missions de maintien de la paix des Nations Unies. Pour cette édition, le thème retenu est le partenariat clé du progrès. Cette occasion a été mise à profit pour évoquer la dangerosité de cette mission au Mali et la nécessité de sa réadaptation. Aruna Salia connaît pour le reportage. L'hymne national du Mali est entonné. Après, c'est celui des Nations Unies. Le ton est ainsi donné pour que débute la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale des casques bleus. Le 29 mai est institué par les Nations Unies pour célébrer ces milliers de soldats de la paix à travers le monde. Au Mali, ils sont plus de 10 000 casques bleus. Pour le commandant adjoint de la force, ils sont venus de plusieurs pays pour contribuer au processus de pacification du Mali. Je rappelle que la MINUSMA est composée d'une soixantaine de nations venues de plusieurs horizons à travers le monde. Ces pays apportent une contribution importante en personnel et en matériel, sans oublier leur expertise, sans laquelle nous ne saurions parler de progrès. La MINUSMA est l'opération la plus dangereuse des Nations Unies, regrette le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Il déplore plus de 200 morts depuis le début de la mission. Mesdames et messieurs, la MINUSMA a le malheureux privilège d'être la plus dangereuse des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Depuis son déploiement au Mali, il y a un peu moins d'une décennie, la mission a perdu 258 casques bleus, tous venus au Mali, sans autres ambitions que celle d'apporter leur pierre à l'édifice de la paix que les Maliennes et les Maliens s'emploient à bâtir avec une résilience remarquable. Malgré cette perte énorme, le chef de la MINUSMA réitère la solidarité onusienne au peuple malien et témoigne de sa foi au génie malien pour sortir de la crise. Malgré les épreuves, je n'ai aucun doute, nous n'avons aucun doute quant à la capacité du peuple malien à ouvrir une nouvelle page pour renouer le fil avec son glorieux passé. Dépêché en plein conseil des ministres par le président de la transition, le ministre des Maliens établi à l'extérieur dit être venu témoigner de la gratitude du peuple malien à la MINUSMA qui perd un lourd tribut pour la pacification du Mali. Il plaide par ailleurs pour une réadaptation de cette mission. Sans qu'il ne soit nécessaire de changer fondamentalement la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, nous pensons qu'il est opportun dans le contexte du Mali de adapter les priorités stratégiques du mandat de la MINUSMA à travers l'appui à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et au retour des services sociaux de base, la mise en œuvre effective du mandat relatif à la protection des civils, adapter le mode opératoire de la MINUSMA aux réalités du terrain, à travers une opération étroite entre les forces maliennes et la MINUSMA. Le clou de la cérémonie, c'était le dépôt de gerbes de fleurs au MINUSMA Memorial. El Gassimouane et le ministre Iléyen étaient accompagnés de Maxime, 6 ans, fils d'un militaire malien mort au combat. Tout un symbole. Aussi, la communauté internationale célèbre chaque 28 mai la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Dans le cadre de cette journée commémorative, l'entreprise DAD Compagnie a procédé ce samedi 28 mai 2022 à une remise de serviettes hygiéniques réutilisables Soutoura à l'association Espoir pour les albinos. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise en présence de membres du gouvernement et des partenaires. Aïssata Traoré et Ibrahima Guindo pour le reportage.
Rompre le silence autour des menstrues et diffuser le maximum d'informations dans les communautés pour une bonne gestion de l'hygiène menstruelle, tels sont entre autres objectifs visés par la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Des objectifs que l'entreprise 2AD Compagnie en a fait sien à travers l'organisation de cette activité. Du fait du silence qui entoure les menstruations en général, l'on se rend à peine compte que près de 500 millions de femmes font face à une mauvaise hygiène menstruelle car elles n'ont pas accès à des protections périodiques décentes, en tout temps et en tout lieu. Ce sont là les raisons pour lesquelles, en tant que femmes, structures privées, évoluant dans ce secteur de l'hygiène menstruelle, ayant un volet social, nous avons décidé de célébrer cette journée par une campagne sur 5 jours, grâce à l'aide financière du Fonds des Nations Unies pour la population et de l'ambassade du Royaume de Suède. Instaurée en 2014 par l'organisation allemande Watch United, la journée internationale est également l'occasion d'interpeller les décideurs pour un accompagnement plus accru des femmes et des jeunes filles pour une amélioration de leur hygiène menstruelle. Aujourd'hui, en tant que promotrice de Sutura, première marque de serviettes hygiéniques réutilisables au Mali, nous espérons accompagner les femmes à faire face à leur plus grand rendez-vous mensuel et vivre cette période dignement. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'un des partenaires stratégiques de l'entreprise 2AD Compagnie, apporte son soutien à ce projet conformément à sa politique de respect des droits humains qui doivent être préservés. C'est dans ce sens que le Fonds des Nations Unies pour la population œuvre à côté de l'État, à côté du gouvernement du Mali, pour l'offre et l'utilisation des services de santé reproductive, la diminution des violences basées sur le genre, les actions ciblées pour la santé reproductive des adolescentes et des jeunes. La présidente de l'association Espoir pour les albinos se dit fière de la prise en compte de cette couche sociale car stigmatisées et exclues, les personnes atteintes d'albinisme sont le plus souvent les grandes oubliées de la société. En tant que présidente de l'association des personnes atteintes d'albinisme, je suis ravie que la gestion menstruelle de cette catégorie de femmes soit prise en compte. Car en effet, malheureusement, nous oublions souvent que les personnes atteintes d'albinisme sont aussi des humains qui sont confrontés aux mêmes défis que les autres femmes. La précarité menstruelle est une réalité également chez elles. Véritable fléau pour la planète, les serviettes hygiéniques à usage unique mettent plus de 500 ans à se biodégrader dans le sol, sachant qu'une femme, au cours de sa vie, en utilisera 11 000. Un autre défi environnemental, selon le ministre de l'Environnement. Tous les mois, de nombreuses femmes achètent automatiquement des tampons et autres serviettes hygiéniques. Elles mettent ensuite ces derniers à la poubelle sans réfléchir aux conséquences environnementales de ce geste. Au fil des ans, l'usage des protections à usage unique est devenu la norme durant la période des règles, surtout en raison du tabou qui entoure les menstruations. La cérémonie a été sanctionnée par une distribution de protections périodiques aux membres de l'association et une visite des locaux de l'entreprise 2AD Compagnie. La conférence internationale sur la responsabilité sociétale des entreprises s'est tenue ce vendredi 27 mai 2022 au Centre international de Bamako. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est les technologies au service de l'environnement. Elle a pour objectif de permettre aux entreprises de connaître leur impact dans la gestion de l'environnement, de la société et de l'économie au-delà de leurs activités. Compte rendu Cheikh Oumar à Mariko. Un concept nouveau au Mali, la RSE ou responsabilité sociétale des entreprises est un programme qui permet aux entreprises de s'imprégner de leur contribution aux enjeux du développement durable, notamment leurs impacts sur la société, l'économie et l'environnement. Tenue ce vendredi 27 mai 2022, la conférence internationale est à sa deuxième édition. Donc nous, en organisant cette conférence qui a sa deuxième édition, c'est un peu de donner un coup de pouce au concept de la RSE pour que les entreprises et organisations puissent s'imprégner davantage sur la question et savoir réellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme contribution en tout ce qui concerne l'économie, tout ce qui concerne l'environnement et tout ce qui concerne le social. L'objectif principal, c'est de promouvoir la pratique de la RSE, promouvoir l'intégration de la RSE dans les politiques de gestion environnementale.
Alors ça, c'est l'objectif principal, ce qui veut dire que la RSE est au centre de tout. Tout ce que nous faisons, nous avons un impact forcément sur tout ce que nous faisons. La conférence a servi également de cadre pour les moyennes et grandes entreprises évoluant dans le domaine du digital et de la protection de l'environnement d'exposer leur savoir-faire. On vient vous présenter notre entreprise déjà. C'est une entreprise environnementale spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets ainsi que le recyclage. Nous sommes vraiment heureux de participer à cet événement. Ici, nous présentons notre école, c'est-à-dire Digital College. Alors, c'est une université privée qui évolue dans le domaine du digital. Tout d'abord, on est assez fiers de participer à un tel événement et aussi reconnaissant à l'Institut RSE Mali. Pour cette édition, plusieurs panels étaient au programme, avec entre autres la gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux, animé par l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, non moins parrain de l'événement. Organisé par Move Together MT Mali, le Festival international des grands orateurs se tient ce samedi 28 mai jusqu'au lundi 30 mai 2022 pour cette 7e édition qui a pour thème la communication au centre de la paix et de la cohésion sociale. Selon ses organisateurs, son objectif est de créer un cadre de cohésion entre les orateurs des différents niveaux du Mali. Le point avec Cheikh Oumar Mariko. Lancement de la 7e édition du Festival international des grands auteurs Festigora. Ce festival, qui met en compétition les jeunes orateurs de divers horizons, est une initiative de l'association Move Together MT Mali. À travers ce concours d'art oratoire, les initiateurs entendent créer un cadre de cohésion entre les grands orateurs du Mali. L'objectif déjà, c'est de créer un cadre de cohésion sociale. Un cadre de cohésion sociale, comme son nom l'indique, le Festival international des grands orateurs. Donc c'est un festival qui se veut de réconcilier les uns et les autres. Donc on va dire que c'est le point de rencontre même des grands orateurs. Pour les participants à ce festival, cette initiative est à encourager et à pérenniser. En tant que participant, je pense que ce festival est une opportunité pour nous de nous exprimer. Nous, jeunes, engagés et déterminés pour le développement de notre très cher pays, ce festival est une opportunité pour nous d'aller au fond de nos idées. Comme le dit un adage, pour aller au-delà de la parole, il faut y joindre l'action. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour montrer en quelque sorte notre engagement et notre détermination. Au fil des différentes éditions, le festival a su s'adapter aux contextes sociaux, d'où des améliorations chaque année. Déjà, quand vous prenez la 6e édition que nous avons fait l'an dernier, à partir de cette 6e édition, nous avons jugé important d'apporter une innovation dans l'organisation du festival. Et cette innovation, c'est d'insérer des catégories de nomination. Donner des trophées d'éloquence à certaines personnes, notamment dans différents domaines. Et parmi ces domaines, on peut avoir les animateurs radio, les juristes, les entrepreneurs, les leaders et les slameurs. Pour être franche, c'est devenu un jeu d'amusement pour moi en fait. Parce que en fait, c'est ma 4e fois de participer. Même si j'ai su cette année, l'année prochaine je vais revenir. C'est super. Permettre aux jeunes d'exprimer le fond de leurs pensées, d'extérioriser leurs ressentis. Je pense que rares sont les jeunes au Mali qui le font. Le Mali a besoin de ça. L'Afrique a besoin que la jeunesse parle, que la jeunesse dit le fond de ses pensées, dit ce qu'elle ressent en fait. Débuté ce samedi 28 mai, le festival a au programme des compétitions en lecture et une compétition spécifique qui porte sur le vocabulaire Ngo. Pour une durée de 3 jours, sa clôture est prévue pour ce lundi 30 mai 2022. Sur tout autre plan, les étudiants de l'école spéciale de commerce, d'administration et de l'entrepreneuriat ont organisé une journée porte ouverte sur la pratique du Vovinam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien créé à Hanoï depuis 1938. L'objectif de cette journée est d'améliorer la pratique du sport dans l'établissement. Écoutons quelques réactions à l'issue de cette journée porte ouverte, des propos recueillis par Eladja Malika Guité et Chenan Tangara. D'abord, c'est une initiative du bureau des étudiants à travers son club sport. Ils ont initié une journée porte ouverte, Vovinam Viet Vo Dao. Donc, qui est une journée qui va mettre ensemble l'ensemble des disciplines pratiquées par nos étudiants en matière de sport. Donc, ce qui fait qu'ils ont un club sport et à l'intérieur du club, il y a beaucoup d'étudiants qui pratiquent
de différentes disciplines d'arts martiaux et de football, de basketball, handball, ainsi de suite. Cette journée a pour objectif de mettre toutes ces disciplines en valeur, recueillir tout cela en une journée et pour magnifier cette journée en faisant des démonstrations de chaque discipline afin que les autres puissent adhérer à ces disciplines-là très facilement. Donc, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, nous aussi, on accompagne les étudiants dans ce sens. Raison pour laquelle ils ont choisi aujourd'hui pour commémorer cette journée appelée Journée Porte Ouverte. Cette fois-ci, ça a été dédié à Vovinam Vievodao. Donc, la deuxième édition pourrait être Journée Porte Ouverte basketball, mais tout en compilant les autres disciplines. Je dirais que c'est une bonne initiative du club sport, donc je les encourage à continuer sur cette lancée. Je remercie aussi l'administration qui a beaucoup contribué matériellement et financièrement. Merci à eux. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait un apport. Merci à eux. La pratique du sport dans l'ESCAS, elle est très très importante vu qu'il y a beaucoup de pratiquants de différentes disciplines, quoi. L'image du jour nous conduit à la découverte de Domus Aurea ou la maison dorée de Néron. La Domus Aurea ou la maison dorée de Néron est un gigantesque palais romain construit dans le 1er siècle de notre ère. Après un grand incendie en l'an 64, Néron fit construire à Rome l'immense complexe de palais, la Domus Aurea. Des rumeurs courent que Néron aurait lui-même déclenché l'incendie pour créer de l'espace pour son palais. Avec son marbre, son ivoire et ses murs en feuilles d'or, ce complexe de 80 hectares et plus de 150 salles constituait à l'époque le palais le plus spectaculaire et le plus onéreux de Rome. Depuis le Forum romain, le palais disposait d'une entrée impressionnante avec des colonnades et en son temps une statue de Néron lui-même d'une hauteur de 35 mètres. En 68, Néron se suicida, ainsi il n'a jamais eu la chance de voir l'achèvement du palais. Son successeur Othon s'est occupé de terminer la construction. Néron n'était pas très populaire auprès du peuple. Les empereurs suivants ont en partie démoli la Domus Aurea pour effacer la mémoire de Néron et ils y ont construit d'autres édifices comme les thermes de Trajan. Autour du XVe siècle, des recherches d'anciennes œuvres d'art furent entreprises, au cours desquelles fut découverte la célèbre sculpture Le Groupe du Laocoon que l'on trouve dans les musées du Vatican. Pour des raisons de sécurité, la Domus Aurea ne peut être visitée pendant des années, mais depuis 2014, il est possible de visiter les restes de cet énorme palais d'une manière très amusante. Vous pouvez aussi voir à travers des lunettes VR à quoi devait ressembler l'immense palais en son temps. Le tour se fait uniquement le samedi et le dimanche, car le reste de la semaine, on travaille dur à la restauration. Suivons à présent l'actualité internationale avec Sankou Diallo. Le président sénégalais Macky Sall reconnaît l'obsolescence du système de santé du Sénégal et a ordonné un audit des services de néonatalité afin que l'hôpital public ne soit plus un espace de tragédie après le décès de 11 bébés dans un incendie. J'avais pris déjà la décision d'écourter ma visite, puisque je devais présider 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine à Malabo. Et dès l'ouverture du premier sommet ce matin, j'ai demandé à me libérer pour venir immédiatement à Tivaouane. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées et exprimer ma compassion et celle de toute la nation. J'ai déjà ordonné une mission d'enquête de l'inspection générale d'État pour regarder la qualité des infrastructures et de façon globale, s'appuyant sur une expertise, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Avant de se rendre à l'hôpital, Macky Sall avait rencontré le calife des Tidianes, l'une des importantes confréries musulmanes qui joue un rôle social essentiel au Sénégal, Serigne Babacar Sy Mansour, qui avait déploré il y a plusieurs mois l'état de cet hôpital.
Nous avons, depuis quelques années, engagé une politique de modernisation de nos hôpitaux. Vous savez que le système de santé est marqué par une obsolescence de la plupart des vieux hôpitaux du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, justement, mon gouvernement s'est engagé à construire de nouveaux hôpitaux. Le président a dit avoir ordonné une mission de l'inspection générale d'État pour regarder la qualité des infrastructures. Mais en un an, c'est aussi le 3e événement avec mort d'enfants à l'hôpital public. A bouleversé l'opinion. En dehors des appels aux sanctions, il a suscité dans une partie de l'opinion les accusations de passivité de la part des autorités. La multiplication des conflits armés internes prolongés en passant par les conflits intercommunautaires ou encore les multiples effets du changement climatique. Les raisons de la sous-alimentation du continent sont diverses et variées. C'est dans le but de trouver des solutions que les dirigeants africains sont réunis à Malabo en Guinée équatoriale pour ce premier sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la crise humanitaire, cherchant à lever des fonds pour résoudre la crise humanitaire subie par le continent. 15 pays sont particulièrement touchés et ont besoin urgemment d'aide. À ce jour, l'Union africaine a recensé 113 millions d'Africains ayant besoin d'une aide urgence, dont 48 millions de réfugiés. Une conférence de donateurs devrait déboucher sur une mobilisation de fonds afin de venir en aide à ces couches vulnérables. Notons que l'Union africaine dépend de son budget de fonctionnement à près de 75% de ses aides. De plus, la question de la création d'une agence humanitaire africaine et de la mise en place d'un fonds spécial d'urgence alimenté par les pays membres sera soumise au président. Étoile montante de l'art contemporain africain, le peintre sénégalais Omar Ba est l'une des sensations de la 14e Biennale de Dakar et pour la première fois, il expose dans le pays où il est né. Qui est très noble, c'est une couleur qui est pure, c'est une couleur qui est magnifique, qui est très beau personnellement. Et je fais aussi référence à ma couleur de peau, au monde noir, et j'essaie aussi de glorifier la culture noire, de glorifier l'Afrique à travers cette fond noir. Dans la sérénité de son atelier sénégalais habité de chants d'oiseaux, le peintre Omar Ba entame une toile à même le sol en appliquant un fond noir profond. Un parti pris à la genèse de son œuvre engagée qui questionne l'état du monde et la place de la vie. Pour moi, ça parle de la réconciliation, de l'union des forces et aussi de l'Afrique qui peut être une Afrique vainqueur, une Afrique qui gagne, hein. Pas une Afrique qui demande ou qui tend toujours la main, mais une Afrique qui participe au Concert des Nations. Et c'est pourquoi j'ai représenté ces deux personnages avec des têtes de trophées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la télé, il y a beaucoup de trophées que je collectionne, que j'utilise. Voilà. Ce petit-fils des tirailleurs sénégalais tente par son œuvre de dénoncer les ravages de la guerre, mais aussi d'incarner, grâce à ses personnages mi-hommes, mi-animaux, à l'image de la nature humaine selon lui, les traumatismes du colonialisme, de la tyrannie, des inégalités nord-sud, mais aussi de l'espoir. Qu'il aborde sont des thématiques qui sont innovantes dans ce sens où c'est politique, c'est économique, c'est social, mais la manière dont il les agence nous fait découvrir la peinture sous un autre angle. Et c'est pour cette raison-là que sa présence était nécessaire et d'autant plus pertinente dans cette biennale de Dakar. Engagé, il peint avec passion des toiles de parfois plus de 5 mètres à même le sol, des toiles qu'il commence toujours en peignant un fond noir. Représenté par la Galerie française de renom Templon, il expose actuellement une vingtaine de toiles au musée royal des Beaux-Arts de Belgique notamment. Une autre exposition est prévue en septembre à New York et en novembre une rétrospective au musée Baltimore. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.